Vous m'entendez? Oui, super. Bien, bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité à ce forum de l'EZ. Merci particulièrement à Fabienne et Marianne pour l'invitation. Donc, je m'appelle Frédéric Bello, c'était noté juste avant sur la page titre. Je travaille dans le parascolaire depuis plus de 20 ans, je suis travailleur social de formation. J'ai eu plusieurs rôles finalement au sein du parascolaire lausannois. J'ai commencé en tant que moniteur, c'est-à-dire personne non formée. Je me suis formé sur le tas pour être ensuite éducateur social. Et puis, je suis devenu responsable pendant quelques années. Et maintenant, je suis chef de secteur. Je suis responsable des responsables de direction maintenant. Quand on m'a sollicité pour parler, quand on m'a sollicité pour le forum, on m'a parlé justement du titre qui devait être éduqué dans un monde néolibéral, ce qui m'a beaucoup plu, parce qu'effectivement c'était peut-être une question un peu touchy, mais il faut quand même pouvoir en parler. Et puis pour moi, ce qui est très important dans la pédagogie, c'est de pouvoir se situer. Mathieu a bien montré la différence entre territoire, environnement, milieu, mais vraiment l'idée de se situer, de situer notre action, de bien comprendre finalement qu'est-ce qu'il y a dans le milieu, dans le territoire, ce qui s'y passe, et puis finalement par quoi c'est agi. Pour moi, une pédagogie, elle ne peut pas substituer justement à cette analyse des enjeux socioculturels et des rapports sociaux de classe, de genre, d'âge, qui agissent finalement où on travaille, enfin qui agissent partout. Peut-être pour commencer aussi, j'aimerais poser quelques postulats de base. Alors, c'est peut-être un peu récurrent par rapport aux présentations d'avant. Je vais reparler du néolibéralisme aussi, mais pour moi, c'est important de pouvoir se positionner. Postulat de base, c'est que le néolibéralisme favorise l'individualisme, ça a été dit et redit, ça favorise les plus riches, les plus privilégiés et les plus puissants. Et puis que ce néolibéralisme reproduit et creuse les inégalités. On est vraiment dans une idée de creuser les inégalités. On le voit bien, la crise Covid par exemple, a enrichi les plus riches et puis a rendu une grande partie des personnes dans un précariat important. Et c'est quelque chose comme ça qui va crescendo. L'autre chose, plus située dans le domaine, c'est que c'est une institution comme l'école ou l'APEMS. L'APEMS, c'est donc un accueil pour enfants en milieu scolaire, c'est la nomenclature pour ces accueils parascolaires qu'on a à Lausanne. Si ces institutions ne sont pas sensibilisées à la question des inégalités, elles vont reproduire et favoriser un peu par défaut, sans forcément vouloir le faire, les inégalités justement, et puis l'ordre ou le désordre social selon la vision qu'on en a. Enfin, et ce sera le début aussi de mon propos par rapport aux structures d'accueil parascolaire, et c'est un peu en, comment dire, ah, c'est pas parti. Il fallait faire partir, pardon. Ouais, bon, alors j'ai fait partir. Ça me permet de dire qu'effectivement, j'ai mis 2-3 punchlines, 2-3 citations d'ouvrages que j'ai bien aimés. Je reviendrai pour en parler à la fin. Et puis, on a des photos aussi qui ont été prises par Michael Fakin, qui est donc un éducateur avec qui j'ai travaillé pendant très longtemps. C'était vraiment mon gars sûr, pour faire simple. On a vraiment fait plein de choses ensemble. Et lui, là, il a fait tout un programme, tout plein de photos pendant le Covid. Donc, c'est des lieux, vous allez voir, c'est des lieux vides, mais c'est des lieux d'accueil. C'est des structures d'accueil parascolaires. Et puis, ça a été pris pendant que les enfants étaient effectivement pas là. Donc, ces punchlines, je vais pas les commenter. Vous pouvez les lire si vous avez de la peine à lire et puis suivre. C'est pas très grave. Il y aura un QR code à la fin. C'est très technologique, vous verrez. Vous pourrez le prendre et puis vous aurez toutes les citations et vous pourrez les lire ensuite parce qu'elles sont certaines vraiment assez bien, je trouve. Voilà, donc, troisième postulat, ce qu'il y a de commun aux structures d'accueil parascolaires, ce n'est pas la pédagogie, mais c'est bien la sécurité et le contrôle. J'ai envie de partir par là, et puis j'ai envie de parler un petit peu de l'histoire du parascolaire, en tout cas de donner 2-3 éléments qui me permettent de dire ça. Partir de là, en tout cas. Partir d'une vision peut-être un peu critique aussi de ces accueils. Partir aussi un petit peu des impensés de ces structures. Pour ça, moi, je vais parler un petit peu de la construction des APEMS. Comment ça s'est construit finalement ces structures et dans quel cadre et dans quelle réalité finalement politique et sociale ça s'est créé. De dire donc, pour commencer, qu'un accueil parascolaire, c'est une mesure de conciliation de vie familiale et professionnelle. C'est là pour permettre principalement aux parents et aux deux parents de pouvoir travailler, je dirais, sereinement,
en se disant que leurs enfants sont dans une structure et sont gardés dans une structure. Donc c'est une mesure qui n'est pas là et qui n'a pas vraiment son sens premier, l'idée de devoir travailler pour améliorer l'enfance, pour améliorer et travailler avec les enfants, mais bien c'est une structure pour accueillir les enfants et faire en sorte qu'ils soient gardés pendant que les parents sont au travail. Les parents, et principalement, c'était pour aussi permettre aux femmes de pouvoir travailler plus simplement pour des enfants qui étaient donc d'âge scolaire. Ces structures, elles sont apparues dans les années, fin des années 90 à Lausanne, et puis, c'est important de dire fin des années 90 et début des années 2000, je vais donner 2 éléments contextuels qui m'appartiennent, mais qui, à mon avis, ont pas mal modifié le rapport qu'on avait à l'enfance. Je reviendrai aussi sur une recherche qui avait été menée, qui ressemble beaucoup à celle dont Mathieu a parlé. Le premier des éléments, c'est l'affaire du trou. Ça paraît un fait divers. Peut-être que pas mal de personnes dans l'Assemblée ici ne voient pas de quoi je parle. En tout cas, normalement, 100% des personnes de 40 ans et plus voient de quoi je parle. C'est un horrible fait divers qui s'est passé en Belgique, où un homme a séquestré plusieurs enfants, les a kidnappés d'abord, les a séquestrés, les a violés et les a tués. C'est un fait divers affreux, mais qui a eu à mon avis, un impact retentissant au niveau des parents, en fait, et de la parentalité, en tout cas dans la francophonie. Ça a été très relayé. Ça a été aussi beaucoup de débats qui ont suivi sur la sécurité des enfants et la sécurité des enfants à l'extérieur. C'est important de le dire parce que je pense que ça va être aussi des éléments oxygènes qui vont, nécessiter de trouver des solutions pour ces enfants qui, à un moment donné, étaient à l'extérieur. Moi, dans ma vie, effectivement, j'ai été longtemps à l'extérieur. Quand j'étais enfant, en âge scolaire, j'étais à l'extérieur, il n'y avait pas de parascolaire. Et là, les choses vont changer petit à petit. L'autre élément dont j'ai envie de parler, parce que c'est un élément sociétal beaucoup plus large, qui concerne moins l'enfance, c'est le 11 septembre, où vraiment on a basculé dans un système, on va dire, où la sécurité est devenue vraiment très centrale. C'est pas qu'elle n'existait pas avant, mais tout d'un coup, la question de la sécurité intérieure aussi, était très centrale. On a mis tout plein de dispositifs en place, pas uniquement dans les aéroports, pour pouvoir contrôler les populations, et puis pour pouvoir finalement, au nom de la sécurité, mettre un certain nombre de dispositifs de contrôle en place, sur adultes et enfants confondus. Pour moi, là, c'est important de se dire, mais tiens, du coup, qu'est-ce qu'il y avait avant? Je l'ai dit, moi, j'ai beaucoup de souvenirs, finalement, sans mes parents et sans des adultes autour de moi quand j'étais enfant. Et moi, par exemple, mes souvenirs principaux, c'était le parc. J'étais en parc avec une bande de copains. Et j'ai envie de dire que les APEMS, finalement, ils remplacent ces moments-là. Ces moments un peu interstitiels où on n'a pas l'école, ni la famille. Alors, il pourrait y avoir des membres de la famille. Bien sûr que les APEMS remplacent aussi les grands-parents, remplacent aussi les mamans qui reviennent vite pour repartir vite au travail, par exemple, à midi. Enfin, toutes ces choses-là. Mais ils remplacent aussi, finalement, le parc, la forêt, les champs, la rue aussi. Où on retrouvait en fait des groupes d'enfants pendant longtemps qui vivaient leurs histoires en fait et qui fomentaient des coups ensemble pendant ces périodes-là avant que les parents reviennent et qu'ils mangent le soir avec eux peut-être ou pas. L'étude dont je voulais parler, qui ressemble un peu à celle de Mathieu, c'est une étude de ProJuventuté qui montre aussi le changement drastique de l'enfance finalement en Suisse déjà. C'est une étude suisse qui a regardé le temps, qui a essayé d'évaluer le temps sans le regard des adultes, donc le temps vécu par les enfants en âge scolaire sans le regard des adultes. Dans les années 70, 90, on était entre 3h30 et 3h et 3h30 de temps sans regard des adultes par jour. Pourquoi 3h et 3h30? Parce qu'on a toujours plus contrôlé les filles, vous comprenez bien, les filles sont fragiles, c'était en tout cas les projections qu'on en a. Et effectivement, on a toujours eu une différence de contrôle finalement des corps enfantins, si c'était des filles ou des garçons. Et on a statistiquement des garçons qui ont toujours eu un petit peu plus de liberté. On était de 3h à 3h30 et aujourd'hui on est à 40 et 20 minutes. Donc non seulement l'espace investi par l'enfant va se réduire, mais vraiment ce temps, il ne va pas passer avec les adultes, va aussi se réduire drastiquement. Donc voilà, on a des structures qui sont là pour rassurer les parents, qui savent où est leurs enfants. Du coup,
on est un peu comme des montres connectées peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, les parents sont rassurés par la présence de ces structures. Et puis, c'est important de dire que dans ces structures, il y a beaucoup d'objets qui sont des objets qui attestent aussi d'un contrôle. On a l'objet principal qui est la liste des présences. Alors, la liste des présences, elle a changé avec le temps, en tout cas à Lausanne. Hein, on était d'abord sur des petites listes papier, on mettait des croix. Et puis maintenant, on a quelque chose de numérique, donc c'est beaucoup plus moderne, mais ça reste une liste de présence pour contrôler les présences des enfants. Les enfants donc sont contraints dans ces structures. C'est important de le dire aussi. Et puis ces listes de présence, c'est pas rien non plus. C'est ce qui va nous assurer que l'enfant est là. Et il y a tout un protocole qui va suivre si l'enfant ne vient pas. On va appeler évidemment les autres adultes concernés autour de l'enfant, les parents, si l'enfant n'est pas là, les profs à l'école, on va demander un petit peu ce qui se passe. Et c'est vrai que si on ne trouve pas l'enfant dans les X minutes, le protocole veut qu'on appelle la police. Voilà. Parce que l'enfant a disparu. Et c'est important de dire que, je dirais qu'en tout cas moi, dans mon expérience en 22 ans, les moments les plus charnières, les plus saillants, les plus graves finalement, sont des moments où l'enfant est parti chez un copain. Il est parti chez un copain pour manger à midi, et puis il avertit personne, et puis les parents de ce copain ont eux aussi averti personne. Je dis ça parce que finalement c'est intéressant de questionner cette notion de sécurité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut absolument pas faire de liste de présence, mais finalement on n'a pas réussi à sauver des enfants dans une situation très très vulnérable. C'était souvent des problèmes d'organisation qui fait qu'on en est arrivé à appeler la police. Ce qui est important aussi dans ces structures, c'est qu'on a beaucoup de rappels à l'ordre. Hein. On a beaucoup d'enfants. Hein. On parlait des colonnes, on parlait d'être en rang en France. En Suisse, c'est être en colonne. Là, on fait des colonnes et puis on bouge en colonne et puis on doit se tenir un peu à la manière de l'école. Et il y a beaucoup de rappels à l'ordre. Moi, j'avais fait avec un groupe d'éducatrices. On avait mis des coches pour chaque moment d'injonction qu'on faisait aux enfants pendant ces périodes-là, la période de midi étant la période la plus charnière, parce qu'on a beaucoup d'enfants dans une structure, dans la structure, et il y a beaucoup de va-et-vient, et donc du coup il y aura beaucoup de rappels à l'ordre de la part des adultes qui vont dire tant à l'un de vouloir s'asseoir là, tant à l'autre de devoir se lever, etc., etc. Et on arrivait à quelque chose comme une centaine de rappels à l'ordre sur à peu près 1 heure. C'est quand même des rappels à l'ordre qui sont considérables. Alors voilà, à quoi ça sert cette structure au niveau de l'enfance? Est-ce que finalement une bonne prestation, c'est une prestation où les enfants ont obéi, où les enfants ont finalement, il n'y a pas eu de bagarre? On est content, il n'y a pas eu de bagarre, on peut dire aux parents à la fin qu'il n'y a pas eu de bagarre. Ou bien quand l'enfant a bien mangé. Voilà. Est-ce que c'est ça finalement qui suffirait à ces accueils? Bien évidemment que non, et bien évidemment que votre quotidien aussi est fait d'autres choses que simplement cette notion de contrôle. Et je trouve que c'est intéressant de se dire que c'est quand même ça, et de là qu'on part, pour ensuite développer peut-être quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on peut faire finalement dans une structure? Je vais donner deux, trois exemples qui reviennent un petit peu aussi sur cette question du milieu, cette question du groupe, cette question du collectif. Pour moi, la structure, c'est déjà s'interroger sur la question de l'appartenance, travailler sur l'appartenance, sur les différentes appartenances. Quand on arrive dans une structure, on a déjà un tissu d'appartenance, parce que l'enfant est peut-être allé dans des structures préscolaires, l'enfant a peut-être des cousins, des cousines, l'enfant a peut-être des nouveaux camarades de classe. L'idée, c'est de voir un petit peu à quoi et comment est-ce que finalement il a tissé déjà un petit tissu d'interaction, d'amitié avec les autres. Pour moi, la question de l'amitié est centrale. Plutôt que faire une anamnèse sur les difficultés familiales, etc. d'un enfant, c'est pas quelque chose que je dis qu'il ne faut pas faire. Je pense qu'il faut se poser quand même aussi une question primordiale, en fait, c'est qui ses amis dans une structure? Quand on est dans une structure de 60 enfants, et que dans cette structure-là, il y a un enfant qui se retrouve un peu vulnérable, qui se sent pas bien, qui se comporte peut-être de manière qui a nous interpeller, peut-être se poser la question d'abord de ses amitiés, en fait, tout simplement et tout bêtement. Et puis, commencer à travailler justement sur cette appartenance, sur ce sentiment de faire partie de quelque chose, fomenter des coups avec les enfants, j'aime bien dire fomenter des coups. Et puis, retravailler les différents rôles qu'il y a en son sein, parce qu'évidemment que ces logiques qu'on peut dire concurrentielles, néolibérales, etc., elles sont agissantes. On a déjà des enfants, et on a des enfants qui vont se comporter, vont travailler sur des formes de domination les uns avec les autres. Donc, c'est toute une question finalement méta où on va réfléchir ensemble à ces différents rôles. Et puis, aussi très important,
questionner le rapport adulte-enfant. Qui sommes-nous adultes pour finalement nous comporter comme ceci ou comme cela vis-à-vis des enfants? Pour moi, c'est aussi très important d'imaginer et de penser peut-être la structure parascolaire comme une forme de collectif. Et ce collectif-là constitué va pouvoir peut-être faire des projets ensemble. Il y a des collectifs dans une structure parascolaire, mais on essaye d'imaginer vraiment cette question de collectif et de penser en collectif, et de penser en collectivité. On l'a dit, on l'a redit aussi, il y a la notion d'émancipation et d'autonomie. Mais pour moi, l'autonomie, on disait qu'il y avait un écueil à l'autonomie, de penser que c'est une autonomie individuelle. Pour moi, c'est bien une autonomie et une émancipation dans une réalité collective. On s'émancipe ensemble. Et puis, on gagne finalement en autonomie, peut-être chez les enfants, mais on gagne en agissant ensemble. Donc, on apprend, donc on imagine. Et puis, aussi peut-être se dire qu'il n'y a pas qu'un transmetteur de savoir qui serait l'adulte, qui transmet des savoirs à l'enfant, mais bien, effectivement, une collectivité d'éducatrices faite d'enfants et d'adultes. Les enfants transmettaient énormément de choses entre eux, il s'agirait de le voir, de le constater, de le sentir, et puis de faire quelque chose aussi avec ça. On a finalement énormément d'enfants qui vont réguler, qui vont être là pour réguler différentes choses qui se passent, des problématiques, etc. Et puis souvent, on a une manière de réfléchir qui est uniquement de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire nous adultes? Donc il faut agir dans cette perspective collective, enfants et adultes, de manière confondue. Travailler aussi les processus décisionnels, ça participe de tout ça. Qui décide de quoi et pourquoi? Pourquoi il y aura un a priori où les adultes décident de tout ou, qu'est-ce qu'on peut faire finalement dans ces processus décisionnels? Qu'est-ce que les enfants peuvent être amenés à certains endroits? En quoi ils peuvent être amenés à prendre des décisions qui sont des décisions collectives et qui sont des décisions fondamentales aussi pour le fonctionnement de la structure, pour son programme, pour ce qu'il a envie de faire. Programme, il n'y a pas de programme dans les structures parascolaires, mais on y met dans ce qu'ils ont envie de faire et d'œuvrer ensemble. Et puis, c'est vrai que c'est une perspective transformatrice, c'est une perspective qui se fait un petit peu en lutte, c'est-à-dire où on a l'impression qu'on doit toujours, sortir d'une forme d'aliénation, si je dois reprendre les mots aussi de Mathieu, et puis qui se fait aussi beaucoup en interstitiel. On profite effectivement, on a une institution, c'est une réalité, elle est construite, elle a des règles institutionnelles, et puis on profite aussi des espaces, souvent, pour pouvoir y faire quelque chose. Pour moi aussi, je sors un peu, et puis ça me permet d'avancer sur l'exemple que j'ai envie dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Pour moi aussi, souvent, et beaucoup dans la pédagogie, notamment dans la pédagogie sociale, on a pensé l'école. On a réfléchi à l'école dans une perspective révolutionnaire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on change une école très normée qui va venir, on parlait effectivement de savoir bancaire, je sais pas Fréret, comment est-ce qu'on va finalement repenser par l'école? Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré et qui nous a beaucoup inspiré parce que je suis pas tout seul dans ces structures. On a repensé à partir de l'école pour se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? L'idée de produire des choses, pour nous, c'était important. L'idée d'imaginer les choses aussi d'une certaine manière sérieuse, c'est-à-dire de se dire qu'une production d'un collectif enfantin est tout aussi sérieuse qu'une proposition d'un adulte, que ce soit artistique ou que ce soit simplement pour faire bénéficier leur quartier de quelque chose qu'ils ont envie de faire. Pour moi, l'important, c'était de pouvoir les accompagner sérieusement, dans une idée d'échelle 1-1. C'était pas un projet enfantin, c'était un projet collectif, et à ce titre, il faut pouvoir le prendre au sérieux et puis essayer de faire en sorte qu'il puisse être mis en exergue le mieux possible. J'arrive à mon exemple que j'aimerais vous montrer. Alors, c'est tout un projet. Il date maintenant parce que malheureusement, je suis chef de secteur, donc je crois que je m'occupe plus de papier aujourd'hui et de gratter sur du papier que de m'occuper d'enfants. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Mais bon, bref. Ça, il faut que j'en parle à mon psy peut-être. Je ne sais pas, bref. Quartier de la Bourdeau. J'ai travaillé au quartier de la Bourdeau. Alors, le quartier de la Bourdeau, c'est un quartier qu'on dit un quartier populaire. On en a deux à Lausanne qui sont vraiment très très stigmatisés. C'est la Bourdeau et Pracéchaud. Ils sont aux deux extrêmes, un au sud-ouest et l'autre au nord-est de la ville. Ils étaient avant séparés par beaucoup de champs entre ces quartiers-là et le reste de la ville. Maintenant, c'est vrai qu'avec la densification urbaine, ils commencent à toucher la ville à nouveau. C'est des quartiers qui ont émergé dans les années 70, qui sont périphériques, qui sont barrés d'autoroutes. Et puis, c'est des quartiers, je reprends un petit peu ce qu'a dit un animateur socioculturel de la Bourdeau. Il dit que c'est des quartiers où, effectivement, quand on en parle de l'extérieur, on en parle soit pour les stigmatiser,
et dire, ah mon Dieu, il y a de la délinquance, il y a de la violence, etc. Soit pour ne pas les stigmatiser. Ah, mais vous savez, il n'y a pas tant de violence que ça dedans. Finalement, ces gens-là, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, etc. Mais on n'arrive pas à en parler par autre chose que finalement cette dialectique du stigmate, quoi. Oui, non, oui, non. Et l'expérience que j'ai vécue, moi, c'est un quartier qui était, à mon avis, génial à hauteur d'enfant. Pourquoi? Parce que c'est un quartier fermé et il n'y a pas de voiture. Et donc, du coup, c'est quand même beaucoup moins oxygène pour les parents. En tout cas, ce que j'ai pu voir, c'est qu'on a des enfants, en tout cas, qui pouvaient déambuler dans ce quartier-là beaucoup plus librement. D'ailleurs, l'accueil parascolaire marche un peu dans ce quartier, mais il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont dehors. Alors, on a travaillé avec l'ensemble des enfants qui étaient dehors lorsqu'on avait fait différents projets. Et puis, pour moi, ça a été vraiment une expérience très marquante parce que j'ai vu des enfants aussi qui avaient une sociabilité très affirmée, très forte, très développée aussi par rapport à ce que j'avais pu connaître auparavant. Et j'ai vu vraiment des enfants qui étaient marqués par tout plein d'expériences qu'ils avaient eues dans leur enfance et tout plein d'échanges qu'ils avaient eu dans leurs enfants. Leur histoire d'enfant, finalement, était extrêmement fournie, extrêmement riche, extrêmement développée. Et quand je suis arrivé aussi, alors là, ça n'a pas manqué, c'est important la créativité, très important. Quand je suis arrivé dans cette structure, on m'a dit que parmi les 25, 30 enfants qui étaient dans la structure, il y en avait à peu près 16 qui étaient à besoins particuliers, en tout cas 16 qui étaient vraiment problématiques. Sur les autres, c'était pas que les garçons d'ailleurs, pour une fois. 16 enfants problématiques sur les 25, et puis on voyait qu'effectivement on était dans un rapport de force alors institutionnel classique, quoi, où on a des adultes qui essaient de tenir les choses, qui essaient de se positionner, et puis les enfants qui, eux, juste faire leurs histoires entre eux, et puis qu'on les embête pas trop. Donc on a commencé un peu à discuter avec les enfants de leur plaisir à venir, de leur plaisir à venir dans la structure, de leur plaisir à être dans la structure, est-ce qu'ils aiment bien, est-ce qu'ils aiment pas, et puis ce qu'on voyait, c'est qu'ils avaient déjà des profs sur le dos pendant un long moment, et puis là, tout d'un coup, il y a des éducs qui sont sur le dos, puis qui leur rappellent encore ce qu'ils doivent faire. On a un peu parlé de ça, puis on leur a dit, mais tiens, est-ce qu'ils ne voulaient pas faire quelque chose aussi? On s'est dit qu'on allait partir de quelque chose peut-être de commun, et puis voilà, on essaie de prendre ça. C'était surtout les grands, les vieux enfants, hein, ils avaient 10 ans, ça va, mais c'était des très vieux enfants à ce moment-là, par rapport à d'autres enfants qui avaient 6 ans dans la structure. Et c'est plus grand. On avait un partage très genré des désirs de ces plus grands. On avait d'un côté les garçons qui voulaient faire du rap, et de l'autre côté des filles qui voulaient faire de la danse, une chorégraphie de danse. Absolument. Et on s'est dit non, on va refuser ça parce que c'était trop genré. Non, on l'a fait. On les a écoutés, et puis on était très contents comme ça, et puis on a fait parfois quelque chose de genré, et puis on l'assume parce que, eux, c'est ce qu'ils voulaient faire. Ce qu'on s'est dit par contre, c'est qu'on allait essayer de faire en sorte qu'on soit un peu dans une idée de faire un projet un peu ensemble. C'est vrai, hein, et ça c'est plutôt le côté institutionnel, on avait envie aussi de faire connaître la structure, et puis on avait envie de faire connaître le quartier aussi. Il y avait un peu ces deux objectifs. Donc on a réfléchi un petit peu à leur dire, bah, tiens, ok, on fait une choré, on fait un clip de rap, et puis il y aura des rappeurs, puis il y aura des danseuses. Les danseuses, elles étaient très indépendantes. Elles savaient déjà, elles prenaient des cours, elles étaient très capées. On a juste dû travailler un petit peu sur la question d'inclure ou d'exclure les enfants qui avaient envie de participer à la chorégraphie, parce qu'on avait des grandes qui étaient très fortes, très capables, et puis on avait des plus jeunes qui, ma foi, galéraient un petit peu plus. Et puis c'est vrai que pour les plus grandes, c'était assez difficile d'abord de devoir inclure ces enfants puis de leur montrer aux plus jeunes les pas, mais c'est quelque chose qu'elles ont pu faire avec le temps. Puis pour les garçons, on partait de zéro. Hein. Il n'y en a aucun qui rappelle. Ils avaient envie de choses, mais il n'y en a vraiment aucun qui rappelle. Donc, on a commencé par des ateliers d'écriture. Et c'est important de dire que ces enfants-là, quartier populaire, école, on avait déjà des enfants qui étaient en difficulté scolaire. Et on va leur demander de faire de la poésie, avec des vers, des rimes, structurer quelque chose et en plus en dire quelque chose, se présenter. Ça a été un atelier d'écriture qui a duré très longtemps, 4 mois, hein, par exemple 2 fois par semaine, où on se retrouvait. Et puis ce groupe d'enfants, je peux vous dire qu'ils ont voulu abandonner tous les uns après les autres, de manière cyclique, parce que c'était dur, parce que c'est difficile de faire un atelier d'écriture, de se présenter quand on a 10 ans. Et ce qui était très beau à voir, c'est qu'on a travaillé justement sur cette question de collectif et de groupe. Alors ils étaient potes depuis hyper longtemps, hein, on a pu aussi profiter de ça, mais
À chaque fois qu'il y en a un qui voulait abandonner, les autres étaient extrêmement motivés à pouvoir le motiver et à pouvoir le relancer dans le fait qu'il doit continuer pour cet atelier d'écriture. À côté, la création de la chorégraphie se faisait de manière assez indépendante. Les filles sont plus contrôlées, mais en même temps, elles sont quand même souvent plus indépendantes. En tout cas, c'est mon expérience. Là, elles étaient très indépendantes dans la manière de faire les choses. Après cet atelier, on a dû réfléchir à... Alors on a fini, ils ont commencé à rapper. On a dû penser à l'enregistrement du son. Et puis, anecdote pour l'enregistrement du son, alors là de nouveau c'est on leur a dit, il y a des professionnels qui vont venir. Nous on avait des amis, alors on a ce privilège de pouvoir avoir aussi des amis qui sont dans le son, dans la musique, on s'est débrouillé un petit peu comme ça. Et on leur a dit, venez, on va le faire. L'enregistrement du son, on s'est dit qu'il allait durer, en tout cas sur 3 jours, 3 sessions. Et on a vu des enfants qui étaient extrêmement affûtés, qui avaient déjà une bonne rythmicité, qui s'étaient entraînés énormément. Il nous a fallu un jour pour le faire, on était très contents. Et ce qui était beau aussi, c'était de voir les propositions des enfants assez naturellement. Ils se positionnaient en position d'artiste. Et ils faisaient des propositions par rapport à leur bac, c'est-à-dire en gros les échos qu'ils voulaient, enfin la manière dont ils voulaient faire. Ils étaient assez aussi à ce Rapems qui avait très peur de se bloquer, que les grands en fait viennent les tenser en leur disant vous êtes qui, vous prenez pour qui, c'est quoi cette histoire de faire votre rap, les minots. Donc on allait les rencontrer avec justement les plus petits. J'avais la chance d'avoir pu travailler depuis un moment. Alors, apparemment, la longévité n'est pas liée à la qualité. En tout cas, moi, j'avais cette chance-là d'avoir pu connaître des enfants qui avaient grandi. Puis du coup, on est allé les voir. On leur a dit, mais il faut que vous supportiez à fond les petits. Et ils étaient très, très fiers de supporter les petits du quartier qui faisaient leur projet un peu spécial avec les équipes qu'ils connaissaient déjà depuis un petit moment. Et donc, du coup, ils ont été vraiment aussi à relayer dans les médias lorsque le clip est sorti. À la sortie du clip, oh wow, je suis carré. À la sortie du clip aussi, et ça c'est assez magnifique. J'ai pu regarder, on l'a diffusé sur YouTube, j'ai pu regarder sur YouTube et puis j'ai vu les lieux, j'ai vu les pays où le clip a été diffusé. Très vite en fait, c'est parti dans tous les pays, majoritairement des pays du Sud, en Afrique, en Amérique du Sud, etc. Et on voit qu'effectivement, ça a été aussi l'occasion, parce qu'on a tous les enfants de la PEMS, même si certains ont un tout petit rôle, tous les enfants de la PEMS qui sont représentés dans le clip, on a pu voir que ça a été aussi l'occasion de pouvoir envoyer en guillemets le lien au bled pour montrer la nièce, le neveu, la cousine, etc. Enfin, c'est une anecdote, mais vraiment, je trouve assez génial. Enfin, il a fallu, c'est le moment où je dois lancer le clip, 2 secondes, je finis. Il a fallu aussi travailler sur leur image, c'est-à-dire comment est-ce que finalement, j'en parlerai peut-être un peu juste après le clip, mais comment finalement, suite à ce succès, parce que je vous expliquerai un petit peu que ça a été un peu un succès local, suite à ce succès, les enfants ont dû aussi à 10 ans, et c'est difficile à 10 ans, ont dû un petit peu réfléchir à ce qu'ils allaient pouvoir dire de leur démarche. Par après, ils expliquent leur démarche dans le clip. Et puis, comment est-ce qu'on peut parler de notre démarche par après. Voilà, je vous laisse avec le clip et puis je reviendrai très brièvement à la fin de ce clip. Salut, c'est Léopold, mais on m'appelle Léo. Je pars Ronaldo, mais je suis du Nino. Mon nom c'est Christopher, mon papa c'est Christo. Léo et Christo, appelle-nous les frérots. Salut, c'est Léopold, je cours comme c'est le bol. Christopher, le faire, qui sait quoi, faut quoi faire. J'aimerais devenir toujours à l'heure. Et aussi Jojo, je mets du tempo, écoute mon rap chaud du quartier de la Bordeaux. Mon ami Dardav, il est trop hoche, et mon frère au ado, il a beaucoup de flow. Écoutez-nous, parce que moi et mes potos, on est capable de tout, même de prendre le métro. Mes sports préférés, c'est le judo et le foot. Faire des prises et dribbler, tout en gagnant coûte que coûte. Plus tard, je serai dans les plus gros stades du monde. Je ferai des interviews en montant sur toutes les ondes. T'as entendu mes rimes, petit pont dans tes oreilles. Je rappe quand je dribble, calmez-vous, c'est une merveille. C'est une merveille. Et aussi Adonai.
À l'école j'ai travail, ici c'est mon quartier. J'ai des liens d'amitié, tellement haut sur le terrain qu'on dirait Zlatan. Tellement d'effets dans la balle qu'il me dit banane. À la peine avec mes potos en mode ping-pong baby-foot. Ici on mange comme un resto et des tout en route. Je viens taquiner les gens pour qu'on m'écoute. C'est la fin de la journée et j'ai 30 ma route. Plus tard j'aimerais habiter dans une villa avec mes enfants au bord de la playa. Ce que je dois faire pour en arriver là, c'est d'avoir des bonnes notes et respecter le repas. Et yo c'est Dav Dav, ouais j'arrive Dar Dar. Je découpe les paroles, je fais du tartare. Bordeaux, Est, à vos derniers étages. Je vois tout, j'entends tout, suis toujours à la page. Avec Aldo et Jojo, j'ai toujours l'avantage. On s'amuse à la pêche, mais on a le bientôt plus là. J'aime bien sprinter comme le guépard, frapper comme les léopards. Avec nos retours à la case départ, j'aime bien jouer au billard. Plus tard, j'aimerais être un athlète, courir les 200 mètres à la vitesse d'une fléchette. C'est sûr que je serai gros, je vais gagner des copains. Tu viens d'écouter le rap de Dav Dav. Ah non, ciao les gars, moi je pars pas. Moi je pars pas. Ici c'est la Bordeaux. Ici c'est la Bordeaux. Ici c'est la Bordeaux. Avec de la Bordeaux. Tous les jours sauf le week-end. Tous les jours sauf le week-end. Avec de la Bordeaux. Ici c'est la Bordeaux. Ici c'est la Bordeaux. Non, j'ai dit les chaussures. Allez, allons. Tu enlèves au vestiaire, tu le mets, tu le passes, tu le mets là-dedans. Tu vois? Tu mets tes chaussures. Ça, c'est la Bordeaux. Ça, c'est la Bordeaux. Voilà. Pour un petit moment suspendu dans les prestations. C'est un clip qui a travaillé son image, c'est important de le dire. J'ai filtré bien heureusement les commentaires sur YouTube. Je sais plus de mettre stop, pas que ça défile tout seul. J'ai choisi de filtrer les commentaires et j'ai eu raison parce qu'il y avait évidemment un certain nombre de commentaires racistes, critiques, qui allaient parler d'enfants et de délinquance. Ça tourne. Bon, je reviendrai sur les livres après. On a eu aussi un article dans le 24 heures où on a eu des commentaires, évidemment il y a des commentaires dans les articles du 24 heures, des commentaires sur la délinquance, etc. Alors que si vous écoutez les propos des enfants, c'est assez difficile de relier, mais bon voilà. En fait leur réalité c'est ça, c'est une réalité où ils vivent sous les stigmates d'un quartier populaire, et puis c'est assez... moi ça a été quelque chose de... Je m'y attendais, mais qui m'a aussi beaucoup marqué de voir tout de suite des commentaires extrêmement peu à propos et racistes sortir dans les suggestions YouTube. Alors malheureusement elle les a filtrés. C'est un clip qui a coûté d'une certaine manière 0 francs. On est salarié bien évidemment, mais il a coûté 0 francs de plus que ce qu'il fallait parce qu'on a essayé de se débrouiller avec du matériel, du prêt-matériel, enfin voilà, avec un réseau qu'on a pu constituer. On avait ces chances d'avoir pu constituer ce réseau, mais c'est vrai que dans des formations que j'ai pu donner sur des projets, cette question de la débrouille pour moi est importante, et puis je trouve qu'elle va bien aussi avec la question de la pédagogie de la pédagogie sociale. On va essayer de trouver des solutions plutôt que, comment dire, d'attendre que les moyens descendent et arrivent, parce que bien souvent ils n'arrivent pas. Voilà les deux livres où j'ai puisé les punchlines. Politiser l'enfance, donc de Vincent Romagny, c'est un recueil finalement de différents articles. Christine Rochefort, c'est un article qui est passé dans les années 70, celle qui parle qu'on voit au tout début, qui est assez vigilante. L'autre ouvrage de Marie Preston, où là c'est aussi des recueils de témoignages de personnes qui ont fait partie de dispositifs pédagogiques assez engagés et importants des années 70. Et enfin, Michael Fakin, qui est l'auteur des images et qui est aussi le réalisateur du clip, c'est important de le dire, et il est absolument super comme pédagogue. Voilà, les citations, si vous voulez, le QR code, vous les avez comme ça. Et je vous remercie pour votre attention. Sur scène avec Frédéric, et puis peut-être une question à chacun, Max. Et puis on avance.
Bonjour. Waouh, quelle surprise. Eh. Je ne m'attendais pas à ça. Et salutations de la Bordeaux. Les enfants, ils sont grandis. Les rapports, il y en a un qui est prof, il y a l'autre qui est footballeur. Ils sont toujours charmants. Et la Bourdonnette, elle est toujours dynamique, diversifiée, charmante. Merci Fred. J'ai touché. Merci du travail à la peine de la Bourdonnette actuellement. De la Bourdonnette. Ouais, et je suis toujours contente. Super, merci.